les débats pour prendre les questions. Alors, sans plus tarder, si les organisateurs nous permettent, nous allons passer la parole à Dr Bamenta Ibrahim pour la présentation. Alors, pour les participants, vous avez la possibilité de poser des questions. Vous avez un onglet qui est ouvert en bas de votre écran où vous pouvez observer avec nous, taper vos messages. Donc, vous pouvez taper les questions dont vous voulez. Après la présentation, nous allons essayer d'apporter quelques éléments de réponse à ces questions. Alors, sans plus tarder, Dr Bamenta Ibrahim, si vous êtes prêt, on vous donne la parole. OK. Merci beaucoup, professeur Napo. Bonsoir, chers maîtres, bonsoir, chers collègues, et bonsoir à tous les participants à ce webinaire. Tout d'abord, permettez-moi de remercier les organisateurs de ce webinaire, le réseau pour la promotion de la recherche en Afrique, à travers son coordinateur, le docteur Soumaïla Maïga, d'avoir pensé à nous pour animer ce webinaire. Merci au professeur Napo, merci professeur agrégé du CAMES en ophtalmologie et spécialiste de la rétine. Merci pour la spontanéité par laquelle vous avez accepté de modérer ce webinaire. Merci également au docteur Nyantao qui, malgré les contraintes du temps, a accepté quand même avec simplicité de participer à ce webinaire. Nous remercions également l'ensemble des participants qui sont actuellement en ligne pour nous suivre. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à un sujet qui fait l'actualité en Afrique subsaharienne et un peu partout dans le monde. Il s'agit de la rétinopathie diabétique. Avant de nous intéresser à la rétinopathie diabétique en tant que telle, nous allons nous intéresser d'abord au diabète pour que les gens comprennent d'où vient cette rétinopathie, parce qu'elle est une complication du diabète. Le diabète sucré est défini comme étant l'ensemble des affections métaboliques ayant un dénominateur commun qui est l'hyperglycémie chronique. Et le diagnostic est affirmé devant deux glycémies à jeun supérieures à 1,26 g qui correspond environ à 7 millimoles, ou bien une glycémie prise en un plasmatique pris à n'importe quel moment de la journée, ou bien une glycémie au hasard, qui revient avec des résultats supérieurs à 2 grammes par litre, qui équivaut à 11 millimoles par litre. Ou encore une hyperglycémie provoquée orale, c'est-à-dire après environ 2 heures de temps après une injection d'environ 75 mg de sucre. Et lorsqu'on fait la glycémie plasmatique et sur les résultats, c'est situé entre 40 et 2 grammes par décilitre. La Société américaine de diabétologie aussi pense qu'un critère à partir d'un taux d'HbS supérieur ou égal à 6%, on pouvait confirmer le diagnostic du diabète. Maintenant, après avoir parlé du diabète, excusez-moi, nous allons nous intéresser à la classification. Parce que quand on parle de diabète, il faut faire souvent la part des choses. On a le diabète type 1, le diabète type 1 qui est généralement secondaire à une destruction des cellules bêta du pancréas. Il y a aussi le diabète type D. Le diabète type D qui associe une variable altération de l'insulinosécrétion et de l'insulinosensibilité. Il y a également des anomalies génétiques de l'insulinosécrétion, comme le diabète type module de 1 à 4 et les mythes. Il y a les anomalies génétiques de l'action de l'insuline. Il y a le diabète secondaire soit à une maladie du pancréas, une pancréatopathie. Et peut également être secondaire à une prise médicamenteuse ou bien secondaire à une infection ou encore secondaire à un produit toxique, c'est-à-dire un diabète toxique. Il y a aussi les syndromes associés au diabète. Il y a différents syndromes. Il y a les syndromes d'Immuno ou bien des syndromes génétiques qui peuvent être associés au diabète. Il y a ce qu'on appelle aussi le diabète gestationnel qui survient généralement au cours de la grossesse. Et enfin, on a les altérations de l'homéostasie glycédique qui sont, entre autres,
l'hyperglycémie modérée à jeun et l'intolérance au glucose. Voilà un petit aperçu sur la classification des différents types de diabète pour que les participants comprennent que lorsqu'on parle de diabète et qu'on arrive sur le spécialiste, il y a la part des choses. Nous allons nous intéresser un peu à l'épidémiologie du diabète. Et la prévalence, c'est qu'il faut retenir que la prévalence du diabète est en constante augmentation ces dernières années. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, d'ici 2025, nous allons nous attendre à environ à 300 millions de diabétiques dans le monde avec une prévalence de 5,4%. Mais selon la Fédération internationale du diabète, actuellement, il y a environ 537 millions de personnes âgées de 20 à 79 ans qui vivent avec le diabète, avec une incidence, une prévalence d'environ 10,5% dans ce même groupe. Et cette fédération pense que d'ici 2030, il faut s'attendre environ à 643 millions de personnes, là avec une prévalence environ de 11,3%. Et dans la projection d'ici 2045, ils s'attendent à environ 783 millions de personnes âgées de 20 à 79 ans, avec une incidence d'environ, une prévalence d'environ 12%. Donc, nous avons un vaste chantier dans les années à venir. Le diabète type 2, il faut retenir que c'est le type le plus fréquent parce qu'il intéresse environ 85 à 90% des personnes dans les pays à haut niveau de revenus. Et on peut s'attendre à un taux beaucoup plus élevé dans les pays à bas niveau de revenus, comme dans les pays en Afrique au sud du Sahara. Jusque dans les années, maintenant, on va voir l'épidémiologie en Afrique au sud du Sahara. Jusqu'en 1985, le diabète était considéré comme une pathologie très rare en Afrique au sud du Sahara, avec des prévalences qui étaient le plus souvent inférieures à 1%, excepté quelques pays comme le Sénégal qui remontait des prévalences environ 1,73%, la Côte d'Ivoire 5,7%, et l'Afrique du Sud qui donnait une prévalence qui variait entre 2,2 et 2,7%. Maintenant, la rétinopathie diabétique proprement dit. Nous avons fait un aperçu sur le diabète. Maintenant, nous nous intéressons à la rétinopathie diabétique. C'est quoi la rétinopathie diabétique? On dit que c'est la manifestation rétinienne de la microangiopathie diabétique. Et il faut retenir qu'elle est la troisième cause de cécité dans le monde, tout âge confondu, bien sûr de cécité légale, et représente la première cause de cécité sur les sujets âgés de plus de 50 ans. Et il faut aussi comprendre que la rétinopathie diabétique, elle est environ présente chez un tiers des patients diabétiques, selon environ 30%. Aux États-Unis, cette prévalence s'élève à environ 28,5% et en Europe, dans certains pays de l'Europe, il nous remonte une prévalence de rétinopathie diabétique dans la population des diabétiques d'environ 28,7%. Mais quand même, il faut retenir que même dans les pays européens, il y a beaucoup de pays qui n'arrivent pas quand même à faire une prévalence réelle de la rétinopathie diabétique au sein de la population diabétique. C'est souvent des estimations, mais des pays comme l'Angleterre, les Pays-Bas, ils arrivent à faire quand même, en fonction de leur programme, une prévalence de la rétinopathie diabétique au sein de la population diabétique. Et en Afrique, au sud du Sahara, et récemment, les études parcellaires, ils apportent des prévalences un peu supérieures à 40%. C'est une étude de MEDA au Burkina Faso et tout récemment Kalou en Côte d'Ivoire qui avait apporté ces résultats. Maintenant, quelle est la fréquence de la rétinopathie? La rétinopathie diabétique, elle est aussi fréquente dans le diabète type 1 que dans le diabète type 2 sous insuline. Si on peut rencontrer les diabètes type 2 sous insuline et les diabètes type 2 sous hypoglycémie oraux. Et cette prévalence est d'environ 68,3%, c'est les diabétiques type 1 et 65,9% c'est les diabétiques de type 2. Au moment du diagnostic du diabète, sur les diabétiques du type 1, la prévalence de la rétinopathie diabétique varie entre 0 et 3%. À l'opposé, c'est les diabétiques type 2, au moment du diagnostic,
Et la prévalence peut varier entre 6,2% et 30,2%. Quels sont les facteurs de risque de la rétinopathie diabétique? C'est aussi très important. Le premier facteur de risque dont nous avons en parler, c'est la durée du diabète. En fait, il y a de nombreuses études qui sont unanimes là-dessus sur l'effet négatif de l'ancienneté du diabète sur l'apparition et la progression de la rétinopathie diabétique. Si on prend par exemple les diabétiques de type 1 qui ont une découverte brutale de leur diabète, on estime à environ 98% des patients qui vont se présenter avec une rétinopathie diabétique après 15 ans d'évolution. À l'opposé, c'est les diabétiques de type 2 qui sont sous insuline. Après 15 ans d'évolution, le Western estime que 85% des patients vont présenter une rétinopathie diabétique et ceux qui sont sous hypoglycémie auront 58% d'entre eux présenteront une rétinopathie diabétique. Après ça, nous allons nous attarder sur le contrôle de la glycémie. De nombreuses études actuellement ont montré des effets bénéfiques du contrôle strict du taux de la glycémie sur non seulement l'apparition de la rétinopathie diabétique, mais aussi sur son évolution vers les complications. Il y a une étude de White et collaborateurs qui avait démontré qu'une baisse d'environ 1% du taux d'hémoglobine glycosylée du HbA1c entraînera une baisse d'environ 30 à 40% du risque de survenir de rétinopathie diabétique. Après le contrôle strict de la glycémie, nous allons nous intéresser au troisième facteur de risque, qui est l'hypertension artérielle. Il a été démontré également que l'hypertension artérielle est un facteur de survenue et de progression de la rétinopathie diabétique dans plusieurs études. Et qu'à chaque fois qu'on a une augmentation d'environ 10 mm² de la pression artérielle systolique, on va s'attendre à une augmentation d'environ 10% du risque de survenue de rétinopathie diabétique et une augmentation d'environ 15% du risque de progression vers une rétinopathie diabétique proliférante. Et récemment, il y a des études qui ont démontré qu'un traitement antihypertenseur aurait un effet bénéfique sur non seulement la survenue de la rétinopathie diabétique, mais aussi la progression. C'est dans ce cadre qu'on a vu que l'isoprénil diminuerait d'environ 50% le risque de survenir des rétinopathies diabétiques chez les hypertendus. Et aussi que l'énaloprène diminuerait également d'environ 65 à 70% du risque de progression de la rétinopathie diabétique chez les diabétiques. Et ce, indifféremment des chiffres tensionnels. Donc, actuellement, le mécanisme par lequel ces antihypertenseurs agissent sur la progression et l'apparition de la rétinopathie diabétique n'est pas très bien élucidé. Il y a aussi les dyslipidémies. Ils sont un facteur de survenue et de progression aussi de la rétinopathie diabétique. Là, on a aussi démontré qu'une prise en charge des dyslipidémies par une association de la statine et du fibronate permettait une diminution de la progression de la rétinopathie diabétique sur 4 ans. Et enfin, nous avons les origines ethniques des populations. Il semblerait que les populations d'origine africaine, les hispaniques et les asiatiques présenteraient beaucoup plus de rétinopathie diabétique que les caucasiens. Maintenant, la physiopathologie de la rétinopathie diabétique. C'est comment est-ce que cette rétinopathie diabétique survient? Il faut comprendre que tout part de l'hyperglycémie chronique. Les conséquences de cette hyperglycémie va entraîner des stress oxydatifs et des modifications biochimiques nombreuses. Et sous l'effet des VEGF, des autres facteurs de croissance et des agents pro-inflammatoires, va se produire une inflammation chronique. Et cette inflammation chronique va nous conduire vers des altérations tissulaires, comme une apoptose cellulaire,
une réactivation gliale de leucocytose et une perméabilité capillaire et enfin une occlusion des capillaires. Et l'ensemble de ces manifestations vont aboutir à une néovascularisation au niveau de la rétine, à une rupture de la barrière hémato-rétinienne qui va nous conduire vers un œdème maculaire et à une neurodégénérescence. C'est un peu un petit aperçu de la physiopathologie de la rétinopathie diabétique lors du diabète. Maintenant, quels sont les signes cliniques de la rétinopathie diabétique et quelles sont les classifications qui sont disponibles? Les signes cliniques vont nous permettre ici de classer la rétinopathie diabétique en fonction de la sévérité de l'atteinte rétinienne. Et pendant cette classification, il faut retenir qu'il y a deux classifications qui sont nécessaires. Il s'agit là de la classification d'abord de la rétinopathie diabétique à part et celle de la maculopathie diabétique. Il y a plusieurs classifications qui existent actuellement, mais la classification la plus complète qui utilise vraiment beaucoup de signes sur lesquels beaucoup d'études internationales se basent pour classer et pour prendre des décisions est celui de l'ETRDS. Mais à côté de cette classification, il y a des autres classifications qui sont plus utilisées en pratique en fonction, en cause de leur simplicité et de codification. Il s'agit de l'Alphédiam, et l'Association des langues françaises pour l'étude du diabète et les maladies métaboliques et l'Association américaine d'ophtalmologie. Ces deux associations ont sorti deux classifications différentes qui sont un peu plus simples, mais ils sont toujours calqués sur la classification de l'ETRDS. Voilà un tableau qui va nous illustrer non seulement les signes cliniques de la rétinopathie diabétique, mais ça va nous permettre également de classifier ces signes en fonction du stade de l'atteinte rétinienne. D'abord, le stade où il n'y a pas de rétinopathie diabétique, on dit juste pas de rétinopathie diabétique, on dit normal. Maintenant, il y a la rétinopathie diabétique non proliférante minime. Quand on parle de rétinopathie diabétique non proliférante minime, ça veut dire qu'au fond de l'œil, nous allons trouver un petit nombre de microanévrismes ou bien quelques hémorragies punctiformes. Et cette rétinopathie diabétique non proliférante minime coïncide avec la cotation 25-30 de l'ETRDS. Et après ça, nous avons la rétinopathie diabétique non proliférante modérée, qui coïncide avec la cotation 43-47 de l'ETRDS. Et lorsqu'on dit qu'on a une rétinopathie diabétique non proliférante modérée, ça veut dire que lorsque l'ophtalmologiste regarde le fond d'œil, il va trouver des microanévrismes et ou des hémorragies en flammèche ou des hémorragies punctiformes qui peuvent être associées à des nodules cutanées, à des anomalies intrarétiniennes diffuses et ou à des anomalies veineuses qui peuvent être présentes dans moins de deux quarts de la périphérie rétinienne. En angiographie à la fluorescéine, qu'est-ce que nous pouvons trouver? C'est une ischémie rétinienne focalisée. Après, nous avons la rétinopathie diabétique non proliférante sévère ou bien la rétinopathie diabétique pré-proliférante qui coïncide avec la cotation ETRDS 53-57. Dans ce cadre au fond de l'œil, nous allons trouver des hémorragies sévères dans au moins 4 cadrans de la périphérie rétinienne et ou des anomalies veineuses monofiliformes dans 2 cadrans au moins. Ils peuvent être aussi associés à des amures qui peuvent être nombreuses dans un cadran. Quand on réalise l'angiographie à la fluorescéine, on se rend compte d'un vaste territoire d'ischémie rétinienne périphérique. Et après cette stade pré-proliférante, nous allons tomber dans la rétinopathie diabétique proliférante débutante. Et cette rétinopathie diabétique pré-proliférante débutante coïncide avec l'ETRDS 61. Et là, nous allons trouver des néovascularisations pré-rétiniennes de petite taille
qui sont quand même inférieurs à un demi-surface papillaire et dans un ou plusieurs cadrans de la périphérie rétinienne. Après la rétinopathie diabétique proliférante débutante, nous allons passer à la rétinopathie diabétique proliférante modérée qui coïncide avec la cotation 65 de l'ETRDS. Et dans ce contexte, quand on regarde le fondé, nous allons trouver des néovascularisations maintenant un peu de grande taille parce qu'ils ont une taille un peu supérieure à la moitié d'une surface papillaire. Et ils peuvent être présents dans un ou plusieurs cadrans de la rétine, avec des néovaisseaux prépapillaires de petite taille qui peuvent être inférieurs à de 1/4 à 1/3 de la surface papillaire. Et enfin, nous allons passer à la rétinopathie diabétique proliférante. Et là, c'est l'ETRDS 71. Nous avons des néovaisseaux prépapillaires de grande taille qui ont des tailles supérieures d'1/4 à 1/3 de la surface papillaire. Et enfin, nous avons la rétinopathie diabétique proliférante compliquée. Et ça peut être compliqué d'hémorragie intravitréenne, d'hémorragie pré-rétinienne et ou de décollement des rétines qui peuvent être tractionnels ou régmatogènes. Ou encore, ils peuvent être compliqués soit de rébiose urienne ou bien de glaucome néovasculaire. Après, comme on l'avait dit au début, que la classification de la rétinopathie diabétique devrait intéresser d'abord la rétine et après la macula. Maintenant, la maculopathie diabétique selon l'Alphédiam. On classe la maculopathie diabétique en deux grands groupes. Il s'agit de la maculopathie diabétique œdémateuse et la maculopathie diabétique ischémique. Il est très important de pouvoir différencier ces deux types de maculopathie parce qu'en fonction de cette classification, on va dessiner le schéma thérapeutique, c'est-à-dire quel est le traitement qu'il faut adapter en fonction de quel type de maculopathie diabétique. La maculopathie diabétique œdémateuse est subdivisée en maculopathie œdémateuse focale, où on rencontre beaucoup d'exsudats, et en maculopathie diabétique diffuse qui se trouve dans la région centrale. Et cette maculopathie diabétique diffuse, elle peut être une maculopathie diabétique cystoïde ou non cystoïde. Il faut bien noter qu'il est très fréquent que chez le même patient, qu'on rencontre les deux types de maculopathie œdémateuse, c'est-à-dire une maculopathie, un œdème maculaire focal et un œdème maculaire diffuse. Maintenant, et en fait, nous avons la maculopathie ischémique. Cette maculopathie ischémique fait suite à une occlusion étendue des capillaires de la région maculaire avec une augmentation 2 fois du diamètre papillaire normal de la zone avasculaire centrale. Maintenant, quelle est la particularité en Afrique subsaharienne? Ce qui nous intéresse beaucoup. En épidémiologie, nous allons d'abord parler des difficultés d'accès aux données. Des difficultés d'accès aux données parce que nous n'avons pas d'évaluation nationale disponible. Des difficultés d'accès aux données parce que les études sont le plus souvent parcellaires. On ne rencontre que des fréquences hospitalières. Et aussi, il faut noter que lorsqu'on essaie de faire un peu le parcours des différentes études qu'on retrouve, on rencontre une très grande disparité des données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'apparemment, soit il y a une différence d'évolution de la pathologie entre les différentes zones, ou bien que les manières d'études ne sont pas différentes. Maintenant, il y a quand même quelques données qui sont disponibles. Maintenant, en Afrique du Nord, quelles sont les données qui sont disponibles? Il faut retenir que c'est à peu près la même réalité un peu partout en Afrique, que ce soit en Afrique subsaharienne ou que ce soit en Afrique du Nord. Les données, ils sont les plus souvent parcellaires. C'est des fréquences hospitalières qu'on retrouve. Et la grande particularité, c'est quoi? Le plus souvent, c'est des études qui sont réalisées dans des services de médecine aussi. Et c'est dans ce contexte qu'en Algérie,
nous avons pu rapporter une fréquence d'environ 61,3% de la rétinopathie diabétique et 15,5% pour la maculopathie diabétique. En Égypte, on avait une prévalence d'environ 42% pour la rétinopathie diabétique selon Herman et collaborateurs. Et au Maroc, Andalousie et collaborateurs rapportaient une fréquence d'environ 39,7% pour la rétinopathie diabétique et 10,2% en ce qui concerne la maculopathie diabétique. Maintenant, en Afrique, au sud du Sahara, ici, dans notre contexte, nous avons aussi quelques études qui sont disponibles dans différents pays. Mais c'est le plus souvent, comme je vous avais dit, c'est des fréquences hospitalières. Et le plus souvent, ces études sont réalisées dans les grands hôpitaux et dans les grandes villes. Vous voyez un peu la difficulté. C'est pour cela qu'on rencontre très souvent des résultats qui sont très variables. Mais la seule chose que nous pouvons remarquer, c'est quand même une nette progression de la rétinopathie diabétique au fur des années. C'est dans ce cadre-là que, quand on essaie de voir un peu la littérature, dans les années 2013, nous rencontrons très souvent des prévalences de la rétinopathie diabétique inférieure à 20%. C'est comme le cas à l'île de la Réunion où on avait une prévalence d'environ 16,4%. À l'île Maurice, ils étaient à 16,2%. En même temps, au Gabon, on trouvait une prévalence d'environ 9,1% et au Zimbabwe, 8,8%. Mais dans les années 2015, on assiste à une nette progression de la prévalence de la rétinopathie diabétique au sein de la population diabétique avec des fréquences qui sont supérieures quand même à 40%. Et il y a une étude de la littérature faite par Sidibé à Dakar qui avait rapporté qu'il y a une variation d'entre 15 et 52% de la fréquence de la rétinopathie diabétique au sein de la population africaine diabétique avec le sud du Sahara. Et au Bénin, on retrouvait environ 47,2%. À Kinshasa, l'étude a rapporté environ 47% des rétinopathies diabétiques au sein de la population diabétique. Actuellement, les prévalences de la rétinopathie diabétique restent le plus souvent supérieures ou égales à 40% en tout cas. Et récemment, une étude au Burkina Faso qui s'est réalisée dans 2 villes différentes, à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, rapportait environ des fréquences respectives de 43% et de 47%. En Côte d'Ivoire, tout récemment, en 2022, il y a Kanou qui rapportait une fréquence d'environ 41,9% pour la rétinopathie diabétique chez des patients diabétiques vivant à Abidjan. Et en RDC, El Sandé et collaborateurs apportaient une fréquence d'environ 38,6% pour la rétinopathie diabétique. Mes collaborateurs et moi, il y a 2 ans, nous avons essayé d'initier une étude sur la rétinopathie diabétique à l'hôpital Soumou-Golo, mais nous avons trouvé une fréquence d'environ 13,6% pour la rétinopathie diabétique. Peut-être que nos résultats s'expliqueraient dans les discussions plus tard, mais en tout cas, nous avons essayé de les expliquer, de les comparer avec les autres études en fonction de la disponibilité des ressources humaines. Maintenant, après la difficulté d'accès aux données, il y a la difficulté d'accès aux structures sanitaires et aux soins. C'est très important. Dans nos pays ici, il y a d'abord la non-disponibilité des infrastructures de proximité. Les infrastructures de proximité, d'abord, pour prendre même en charge le diabétique, en plus forte raison de s'intéresser aux complications du diabète. Et l'une des complications les plus sophistiquées du diabète, dont la prise en charge demande beaucoup plus de moyens et d'équipements, ça c'est la rétinopathie diabétique. Il y a aussi la situation géographique des centres de santé existants. C'est-à-dire les centres de santé qui existent actuellement dans nos pays, qui sont capables de faire la prise en charge de la rétinopathie diabétique, se situent souvent à plus de 1000, 1500, 500 km de la population diabétique. Il y a aussi la non-disponibilité des ressources humaines dans les centres décentralisés. Même nos centres qui sont décentralisés, souvent on est confronté à des problèmes de disponibilité des ressources humaines. Nous rappelons encore, quand beaucoup d'efforts ont été fournis
dans le cadre du Mali. Et en 2010, quand nous étions encore dans la région de Ségou, on se rappelle bien que le docteur Niantao et son équipe, ils passaient dans toutes les régions. On nous appelait les médecins des CCRF d'abord. On nous fermait sous le béaba quand même du diabète, le diagnostic, la prise en charge. Mais en ce qui concerne la rétinopathie diabétique, c'est encore une autre réalité. Après ça, il y a le plateau technique non adapté. Même ceux qui sont capables aujourd'hui de faire le diagnostic, de classifier la rétinopathie diabétique, après, ils seront confrontés à la prise en charge ou bien ils seront confrontés même au niveau de la décision thérapeutique. Parce que souvent, quand tu fais un diagnostic, tu as fait une classification, il te faut quand même soit une angiographie à l'endoscopie, une angiographie à la fluorescine, ou encore mieux, un OCT maculaire pour pouvoir prendre une décision de vouloir traiter ou pas un malade. Il y a aussi l'absence de programme d'orientation et de prise en charge pour la rétinopathie diabétique. Quand on essaie de voir nos pays, il n'y a aucun programme qui s'intéresse réellement à une orientation et à une prise en charge de la rétinopathie diabétique. Nos programmes de santé oculaire qui existent actuellement, nous nous occupons d'abord des pathologies infectieuses cécitantes de l'ophtalmologie. Après ça, les difficultés d'accès, on va se confronter aux difficultés de prise en charge. Les difficultés de prise en charge, comment? Parce qu'on a un nombre très élevé de diabétiques qui ne sont pas encore diagnostiqués, d'où un nombre élevé de rétinopathies diabétiques. Pourquoi un nombre élevé de diabétiques? Parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont unanimes là-dessus, qu'en Afrique au sud du Sahara, il y aurait environ 50% de la population diabétique qui n'est pas encore découverte. Et si on sait que parmi la population diabétique et ceux de diabète type 2, au moment de la découverte seulement, on peut avoir jusqu'à 30% de cas de rétinopathie diabétique. Et pour les type 1, ça peut varier entre 0 et 3%. Et là, on va se dire qu'on a 50% de la population diabétique non découverte, donc à peu près 30 à 40% de rétinopathie diabétique parmi cette population qui n'est pas encore dépistée, donc ne peut être prise en charge. Il y a l'absence de programme national de dépistage de la rétinopathie diabétique. Et c'est très, très important parce qu'il y a des programmes aujourd'hui, il y a des associations des malades, il y a des ONG qui s'occupent quand même du dépistage, des journées de dépistage, des prises en charge, des conseils du diabète, mais qui ne s'intéressent pas trop à la rétinopathie diabétique. Or, c'est une des complications les plus coûteuses. Une des complications les plus coûteuses en termes de prise en charge, en fait, des répercussions socio-professionnelles sur le malade. Il y a la non-disponibilité des équipements de diagnostic et de traitement. Parce que c'est vrai, on dit souvent que le diagnostic de la rétinopathie diabétique est clinique. Mais il y a quand même certains examens complémentaires qui sont nécessaires pour pouvoir classifier et prendre une décision, telle qu'une angiographie à la fluorescine ou une angiographie à l'endométacide, ou mieux encore un OCT maculaire pour pouvoir au moins même suivre la maculopathie diabétique. Il y a le manque d'information et d'éducation, même du personnel de la santé et aussi de la population en général sur la rétinopathie diabétique. Il y a le coût élevé de la prise en charge, ça coûte extrêmement cher. Il y a récemment, il y a une thèse en 2015 qui avait interrogé environ 500 diabétiques au Mali. Et on s'était rendu compte que quand on prend un diabétique, seulement pour l'accès aux soins du diabète, il te faut environ 21 à 34% de tes revenus. Donc, ça, c'est le diabète non sans complications. Lorsqu'il y avait une rétinopathie diabétique qui était associée, et cette proportion allait entre 26 et 47% de ce que tu gagnes devrait rentrer dans la prise en charge de ça. Et enfin, la complication la plus coûteuse était la néphropathie diabétique qui pouvait jusqu'à 70% des revenus de la personne. Il y a la disponibilité aussi des médicaments, il faut le souligner, parce que dans la prise en charge, nous allons voir de la rétinopathie diabétique, nous avons des molécules extrêmement sophistiquées que nous avons l'habitude d'utiliser et qui ne sont pas accessibles. Pourquoi? Parce que ça ne coûte pas. Maintenant, la prise en charge, comment ça se passe? D'abord, la prise en charge de la rétinopathie diabétique, ça demande une collaboration multidisciplinaire. Et cette collaboration doit être vraiment une collaboration très, très étroite entre le médecin généraliste, le médecin endocrinologue et l'ophtalmologiste. Et cette prise en charge aussi doit se baser d'abord sur la prévention et le contrôle du diabète.
la prévention et le contrôle du diabète afin de dépister la rétinopathie diabétique et de surveiller. Il faut pour cela un plan d'information de l'éducation et d'éducation, non seulement du personnel, mais aussi de la population. Il faut une amélioration du contrôle du diabète en tant que tel. Il faut des programmes de dépistage. Il faut arriver à les instaurer. Des programmes de dépistage de la rétinopathie diabétique. Il faut, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Il faut d'abord commencer par la prise en charge des facteurs de risque. Nous l'avons vu un peu plus haut, que la prise en charge des facteurs de risque permettait de réduire non seulement la survenue du risque de rétinopathie diabétique, mais ça permet également de contrôler la progression de la rétinopathie diabétique. Entre autres, nous avons l'équilibre glycémique qui permet de réduire la progression de la rétinopathie diabétique. Nous avons l'équilibre tensionnel qui permet de réduire fortement la baisse de l'acuité visuelle dans environ 47% des cas. Et cette baisse d'acuité visuelle est maîtrisée par le baisse du niveau d'incidence de l'édème maculaire. Parce qu'il faut le dire, c'est l'édème maculaire qui est le plus souvent responsable de la mauvaise vision et de la cécité dans la rétinopathie diabétique. Il y a l'équilibre lipidique qui permet de diminuer le nombre de statines, le nombre d'exudates par l'utilisation de certains molécules comme la statine ou les fibronates. Il y a l'équilibre, les syndromes d'apnée du chemin. Dans beaucoup d'études, on a démontré un rôle d'apnée du sommeil dans l'œdème maculaire par hypoxémie. Maintenant, quelle est la prise en charge de la rétinopathie diabétique en tant que telle? Quels sont les moyens dont nous disposons ici chez nous pour la prise en charge de la rétinopathie diabétique? En réalité, nous disposons environ de l'ensemble des moyens possibles pour la prise en charge de la rétinopathie disponible. Seulement que ces moyens ne sont disponibles que dans les centres hospitaliers universitaires qui sont situés généralement dans nos grandes villes ou dans nos capitales. Il s'agit de la photocoagulation au laser. Il peut s'agir de laser focal, de grilles maculaires ou de pan-photocoagulation rétinienne. Il y a les injections intravitréennes qui est la nouvelle révolution de la prise en charge de la rétinopathie diabétique. Je disais ça au début de ce webinaire, que c'était une actualité au niveau de l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, aux environs de 18h, c'est clôturé et le congrès de la Société africaine francophone de l'ophtalmologie. Et la plupart des intervenants parlaient de la rétinopathie diabétique. Ils parlaient des injections intravitréennes. Ils parlaient du contrôle et de la prise en charge de la rétinopathie diabétique. Mais seulement, et malheureusement, il faut comprendre que c'est maintenant que nous sommes en train de commencer ça en Afrique au sud du Sahara et que ce n'est disponible que dans les structures de plus haut niveau. Et le nombre de ressources humaines est très, très limité pour la prise en charge de ces patients. Il y a les injections intravitréennes de DGF et de corticoïdes. Il y a la chirurgie vitro-rétinienne, qu'il s'agisse de la vitrectomie ou de la chirurgie du DR, tout ça dans le cadre de la prise en charge des complications. Maintenant, comment s'organise cette prise en charge? Le suivi d'un diabétique que vous avez vu avec ou sans rétinopathie diabétique, comment est-ce que c'est conduire devant ça dans notre clinique? Quand il s'agit d'un personnel de santé non ophtalmo, ou bien quand il s'agit d'un spécialiste de la rétine ou d'un ophtalmologiste. Lorsque vous voyez un malade avec une rétinopathie diabétique apparente ou bien une rétinopathie diabétique non proliférante minime, je dis bien avec correction de tous les facteurs de risque, il faut réexaminer le malade un an plus tard. Lorsqu'il s'agit d'une rétinopathie diabétique non proliférante modérée, si c'est un agent de la santé non ophtalmo, il faut prévoir de voir le malade dans 6-12 mois ou mieux l'adresser à un ophtalmologiste. Et c'est à l'ophtalmologiste de décider de voir ce patient 6 mois ou bien une année plus tard. Toujours, j'insiste et je persiste là-dessus, toujours avec la correction, la maîtrise des facteurs de risque. Et quand il s'agit d'une rétinopathie diabétique pré-proliférante ou d'une rétinopathie diabétique non proliférante sévère, un agent de santé professionnel non ophtalmo, il faut adresser ce malade à l'ophtalmologiste. Maintenant, quand ça arrive chez l'ophtalmologiste ou le spécialiste de la rétine, il jugera nécessaire de voir s'il a la capacité de faire un suivi régulier de ce malade d'ici 6 mois ou bien s'il passe directement à une photocoagulation au laser pour minimiser les risques de cécité chez ce malade. En
cas de rétinopathie diabétique proliférante, quand vous voyez ça, vous n'êtes pas ophtalmo, vous êtes professionnel de la santé, le mieux c'est de l'adresser à l'ophtalmologiste en urgence. En urgence, l'ophtalmologiste, le spécialiste de la rétine, va décider de faire une photocoagulation rétinienne périphérique ou bien faire une vitrectomie en cas d'hémorragie intravitréenne ou, s'il y a d'ODR, faire une chirurgie de décollement de rétine. Maintenant, en ce qui concerne l'indication et le rythme des réalisations du laser, comment est-ce qu'il le fait? Quand il se dit, voilà un malade qui a une rétinopathie diabétique, qui doit bénéficier d'un laser, comment est-ce que je dois le faire? Quand il s'agit d'une rétinopathie diabétique non proliférante sévère, il faut faire une séance de laser chaque 6 à 8 semaines et ce pendant 9 à 12 mois. Si c'est une rétinopathie diabétique non proliférante modérée, on fait une séance chaque 3 à 4 semaines et ce pendant 6 mois. Et si c'est une rétinopathie diabétique non proliférante compliquée d'hémorragie intravitréenne ou encore d'hémorragie pré-rétinienne ou une rétinopathie diabétique floride, là, il faut faire une séance de laser chaque semaine et ce pendant 6 semaines à 2 mois. Et enfin, quand il s'agit d'une rétinopathie diabétique qui est compliquée, d'une ribose urienne ou d'un glaucome néovasculaire, il faut faire les lasers tous les jours pendant 8 jours. Et parallèlement à l'utilisation du laser dans ce cas, il est possible de faire des injections intravitréennes d'anti-VEGF qui vont permettre souvent de réduire quand même la prolifération de cette infection. Et quand il s'agit d'œdème maculaire, quand est-ce qu'il faut le traiter? On dit que lorsque vous voyez un œdème maculaire diabétique modéré, il faut l'orienter directement vers le spécialiste qui peut décider de faire une photocoagulation au laser quand il s'agit d'un œdème maculaire cystoïde ou associer une injection intravitréenne à une photocoagulation au laser en fonction de la progression de la maladie, de la classification de l'œdème maculaire et des résultats surtout de l'OCT s'il est disponible. En conclusion, chers collaborateurs, chers maîtres, chers participants, nous allons dire que la cécité secondaire à la rétinopathie diabétique est évitable dans nos pays grâce à une détection précoce et un traitement conventionnel adapté. Dans ces cas, il faut donc un programme systématique de dépistage répété de la rétinopathie diabétique tout au long de la vie du sujet diabétique en Afrique subsaharienne. Il faut instaurer un plan d'information et d'éducation des professionnels de la santé et de la population en général. Il faut également penser à créer des infrastructures suffisamment équipées, mais aussi accessibles, et un traitement qui est régulier et accessible en termes de moyens et en termes de... Sur ce, on vous remercie pour votre aimable attention. Voilà une photo de notre joli hôpital. Merci beaucoup, professeur Napo. Vous avez la parole. Merci, docteur Bamenta, pour la présentation qui a fait le tour de la rétinopathie diabétique dans notre contexte, surtout sur le plan épidémiologique, sur le plan clinique, mais aussi la stratégie thérapeutique et surtout les difficultés. Alors, il faut noter que cette rétinopathie diabétique vraiment est un problème de santé publique selon l'Organisation mondiale de la santé. Parce que, comme vous l'avez dit, le diabète, c'est vrai, ça concerne à peu près, ça va concerner à peu près 300 millions de personnes d'ici 2025, d'une manière générale. Mais en Afrique, ce taux peut être à 155 millions de personnes peuvent être concernées d'ici 2045. Rien qu'en Afrique, au sud du Sahara. Et ça peut être expliqué surtout par l'augmentation de l'expérience de vie, mais également le taux de sédentarité dans nos contextes et surtout la notion de consanguinité, surtout dans le diabète de type 1. Voilà. Maintenant, sur le plan clinique, ce qu'il faut retenir, c'est surtout l'examen du fond d'œil. C'est vraiment important. Il faut insister là-dessus, surtout si les milieux sont accessibles. Et c'est à ce niveau aussi que la collaboration entre nous, ophtalmologistes, nous, personnels de santé oculaire et le diabétologue aussi, nous avons vraiment une collaboration étroite à ce niveau. Il est important de savoir surtout le rythme de surveillance, de savoir que le rythme de surveillance pour un sujet
diabétique et qui n'a pas de rétinopathie diabétique et un sujet diabétique qui présente de rétinopathie diabétique, le rythme de surveillance n'est pas la même chose. Et de savoir également que le degré de cette rétinopathie diabétique certainement va conditionner même la prise en charge de son diabète sur le plan général. Donc, sans vouloir entrer dans les détails de ça, je crois que le Dr Nyantao sera le mieux placé pour nous parler de cela. Alors, sur le plan, l'intérêt de cette question est également thérapeutique, surtout la prévention de cette rétinopathie diabétique. C'est vraiment important d'insister là-dessus. C'est vrai, vous avez vu toutes les ressources que nous devrons mobiliser si il existait une rétinopathie diabétique non compliquée d'abord. Et si la rétinopathie diabétique se complique, la prise en charge aussi nécessite vraiment de mobiliser beaucoup de ressources. Donc, cela aussi démontre que vraiment la prise en charge de cette rétinopathie diabétique consomme également beaucoup de ressources. Donc, le coût de la prise en charge de la rétinopathie diabétique est variable. Souvent, ça peut varier de 90 000 à 100 000 sans complications. Donc, ceci est très important de savoir également. Donc, d'où l'intérêt de faire des stratégies de dépistage pour empêcher que l'on ne soit à ce stade. Alors, mais également, réfléchir sur des stratégies adaptées pour essayer de voir quelles sont les personnes qui présentent cette rétinopathie diabétique. Surtout, vous avez vu que nous avons, dans notre contexte, nous avons des difficultés d'accès aux données, surtout sur l'étendue du territoire national. C'est valable dans tous les pays de l'Afrique au sud du Sahara. Donc, il faudrait à ce niveau réfléchir aussi sur des manières, des stratégies adaptées pour essayer de faire une étude nationale, ne serait-ce que pour voir quelle est la prévalence de cette rétinopathie diabétique. Alors pour cela, nous allons essayer en tant que chercheurs en collaboration avec les autres ophtalmologistes des régions des centres de santé oculaire secondaire, essayer de faire ensemble une étude pour essayer de voir, de faire une étude de prévalence sur le plan national. Alors, ça, c'était le point de vue de l'ophtalmologie sur cette question de rétinopathie diabétique. Alors, quel est l'avis du diabétologue sur la prise en charge de la rétinopathie diabétique? Pour cela, nous allons inviter notre collègue Nyantao à nous donner son impression sur la stratégie adoptée d'une manière générale au Mali et pour faire face à cette rétinopathie diabétique. Nyantao, si vous êtes là, vous avez la parole. Est-ce que le docteur Nyantao m'entend? Alors, je crois que le docteur Nyantao ne nous entend pas. Donc, docteur Bamenta, nous allons profiter pour essayer de répondre à quelques questions. Alors, il y a un participant qui souhaite savoir s'il existe une alternative aux anti-VEGF pour les injections intravitréennes. Docteur Bamenta. Ok, merci beaucoup, professeur. Et je remercie tous les participants pour leur temps et l'attention qu'ils ont prêtée à cette présentation. Effectivement, il existe d'autres alternatives aux anti-VEGF. Il s'agit des corticoïdes en intravitréenne. Il y a le triamcinolone qui est utilisé actuellement. Mais aussi, il y a des dispositifs d'hexaméthasone intravitréenne à libération prolongée. En fait, c'est ce que les gens utilisent actuellement, même pas en cas de non-disponibilité d'anti-VEGF, mais même en présence des anti-VEGF, il y a certaines qui préfèrent utiliser les corticoïdes. Pourquoi?
Parce qu'il faut comprendre aussi que la rétinopathie diabétique, elle n'est pas tout le temps due à la présence des facteurs de croissance des VEGF. Souvent, quand elle n'est pas due à ça et que vous mettez les anti-VEGF, ça ne va pas marcher du tout. Donc, il faut savoir aussi que ces cas-là existent et qu'il y a l'autre alternative qui est l'utilisation des corticoïdes en nétral vitréen. Merci beaucoup pour ça. Merci bien, je pense que mon micro était fermé. Et je remercie nos chers amis ophtalmologistes et vraiment merci au professeur Napo, au docteur Bamenta pour la qualité de la présentation et les thèmes choisis, qui est vraiment un thème d'actualité. Et je dirais que du point de vue du diabétologue, les ophtalmologistes sont d'un apport capital dans la détection. Et à plusieurs niveaux, vous savez, vous avez parlé des chiffres épidémiaux qui sont une réalité. Et il a même dit, le professeur Napo, que l'Afrique va connaître l'une des plus grosses progressions avec 24 millions actuellement de diabétiques. On aura plus de 55 millions de diabétiques, soit une progression de plus de 143%. Et c'est la plus grosse progression du cas de diabète dans le monde. Et la particularité, c'est que malheureusement, 2 tiers des diabétiques ne sont pas diagnostiqués à temps. Et c'est souvent la porte d'entrée, c'est le service d'ophtalmologie. C'est des gens qui ont des problèmes de vision et qui vont voir les ophtalmologistes. Et vraiment, c'est le lieu aussi de remercier ces ophtalmologistes-là qui ont toujours le bon réflexe de demander un contrôle de glycémie à tous leurs malades. Et ça permet de détecter les cas précoces de diabète. Et même en dehors de la rétinopathie, ça nous permet de poser le diagnostic du diabète et de commencer à prendre ces malades-là précocement en vue d'éviter les complications. C'est important parce que, vous savez, il a dit, le docteur Bamenta, le diabète est une maladie sournoise à évolution silencieuse, surtout le diabète de type 2 qui représente plus de 85% de l'ensemble des diabètes. Et malheureusement, c'est ce diabète-là qui peut évoluer à bas bruit. Et à la découverte du diabète de type 2, on a 80 à 100% de dysfonctionnements endothélial. Et d'ailleurs, le seuil de diagnostic du diabète n'est rien d'autre que le seuil d'apparition de cette rétinopathie diabétique qui a été retenue finalement comme la complication la plus spécifique du diabète. Je vois que mes images sont figées, je ne sais pas si ça s'est arrêté ou pas. Et donc, nous pensons que oui, il faut une synergie d'action dans la stratégie de dépistage précoce de la rétinopathie et d'ailleurs du diabète de manière générale, mais de la rétinopathie en particulier, en collaboration vraiment avec les experts des yeux. Et on avait pensé à un moment à la mise en place de ce qu'on appelle des rétinographes non midriatiques à des endroits où il n'y a pas de spécialistes pour que les images puissent être envoyées à temps réel aux spécialistes qui fassent la lecture et propose directement un début de traitement pour éviter la progression rapide de cette rétinopathie-là d'une phase non proliférative à une phase proliférative avérée. Et donc, oui, l'équilibre du diabète est impératif dans cette gestion-là, non seulement dans la prévention de la rétinopathie, mais aussi dans la réduction de la progression de cette rétinopathie-là. Malheureusement, quand on prend les chiffres, le diabète est la deuxième cause de cécité dans nos pays et après les causes infectieuses. Donc, ça veut dire que ça reste quand même un problème majeur de santé publique. Et les autres facteurs, complications microvasculaires souvent, sont recherchés systématiquement dès qu'on détecte même une rétinopathie débutante, notamment la néphropathie, qui a souvent les mêmes facteurs de risque que la rétinopathie, notamment les facteurs génétiques, les facteurs liés aux autres pathologies, l'hypertension artérielle, etc., la dyslipidémie. Et je trouve que si on arrive à coordonner les actions avec les ophtalmologistes, on pourra ensemble asseoir des mécanismes simples
qui vont nous permettre non seulement de dépister précocement ces rétinopathies et de favoriser une collaboration entre nos équipes. Et je pense que ça s'est fait de manière, de manière spontanée, mais il faut peut-être créer un cadre formel pour qu'on puisse avoir des chiffres pour nos pays et qu'on puisse défendre ces chiffres-là auprès des autorités politiques pour la mise en place d'une vraie politique nationale de lutte contre le diabète de manière générale, mais aussi de ses particularités au niveau des yeux. Voilà, c'était les quelques commentaires que je voulais faire. Sinon, tout a été dit. Et bravo à Dr Bamenta pour cette présentation. Quelqu'un posait une question par rapport à l'utilisation de l'insuline qui peut être un facteur. Je comprends, ça dit que l'idée derrière, c'est de dire que l'insuline a des analogies avec les facteurs de croissance et qui peuvent provoquer une accélération de la rétinopathie. Et non, rappelez-vous que le diabète, quel qu'en soit le type de diabète, on est diabétique parce qu'on est en manque de production d'insuline, tout simplement. Donc, l'insulinorésistance peut aboutir à une pénurie de production d'insuline partielle ou totale, et c'est ça le diabète. Donc, à un moment donné, qu'on soit diabétique de type 1 ou de type 2, type 1, c'est déjà connu, c'est l'insulinothérapie à vie, et le diabète de type 2, inévitablement, s'il n'est pas contrôlé à temps dès le début, s'achemine vers une insulinothérapie. Et le premier objectif par rapport à la réduction de la progression de la rétinopathie diabétique sur le plan métabolique, c'est la maîtrise de l'hémoglobine glyquée. Donc, cette maîtrise-là peut ne pas être contrôlable sous antidiabétiques oraux, mais une insulinothérapie peut être en complément, d'ailleurs, voire même une intensification de l'insulinothérapie peut nous permettre d'atteindre l'objectif glycémique. Merci, Dr Nyantao, pour cette intervention. Alors, pour revenir à la question posée par rapport à l'utilisation d'une alternative en absence des anti-VEGF, nous voudrons ici rajouter que ces corticoïdes sont utilisés surtout sur le sujet pseudophage, parce que l'utilisation de ces corticoïdes peut entraîner des effets secondaires comme la cataracte, donc il n'est pas conseillé d'utiliser ces corticoïdes en injection intravitréenne chez les patients en fac ou d'un certain âge également, et chez les sujets glaucomateux également, parce que ces corticoïdes aussi peuvent donner une hypertonie oculaire. Donc, c'est très important de savoir ça. Alors, l'utilisation de ces corticoïdes, c'est utilisé contre l'œdème maculaire, pour le traitement de l'œdème maculaire. Alors, pour la régression de la rétinopathie proliférante, c'est les anti-VEGF, non seulement qui agissent sur la réduction de la taille de l'œdème maculaire, mais de l'épaisseur maculaire, mais également sur la croissance de ces vaisseaux, de ces nodes nouvellement formés, de ça, associés au traitement de laser, qui reste quand même un traitement de choix, cette rétinopathie. C'est surtout ça. Alors, pour revenir un peu à l'intervention de Dr Nyantao, qui a parlé un peu de la stratégie mise en place par rapport au dépistage de la rétinopathie diabétique à travers le télégraphe non migratif. Je crois que c'est une action, c'est une bonne chose, parce qu'ailleurs, dans les pays développés, c'est surtout ce qu'on voit à travers, on met les rétinographes non migratiques dans les centres où les centres qui ne disposent pas de personnel en santé oculaire. Et la prise de ces images-là sont envoyées vers un centre ou des centres de lecture de diabétique. Je crois que ce projet aussi a été ainsi avec notre institut, l'Institut d'ophtalmologie tropicale de l'État, en collaboration avec la Fondation Ophtalmologie Crochet, on a essayé dans un premier temps de mettre les centres, les appareils, les rétinographes opératifs dans les centres. Et à travers ça, que ce soit les médecins, les diabétos ou même les médecins généralistes,
contribuait également à la prise de ces images-là et envoyé vers les spécialistes de la rétine pour essayer d'améliorer la fréquence de cette rétinopathie diabétique en termes de diagnostic précoce. Donc, c'est surtout ça. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres intervenants qui ont posé des questions qui ont échappé ou pas. Docteur Bamenta, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport aux commentaires? Ok, merci beaucoup, professeur Napo. Merci au docteur Nyantao pour les éclaircissements par rapport à la situation du diabète, ce qui a été fait et ce que nous sommes en train de faire. Et je voulais juste, il y a une question qui avait été posée par rapport à la personne demandait si l'insuline pouvait, il y a le docteur Nyantao qui a intervenu là-dessus. Je voulais juste ajouter que l'inquiétude, en fait, le fait que le taux de rétinopathie est un peu plus élevé chez ces diabétiques type 2 qui sont sous insulinothérapie, beaucoup plus que ceux qui sont sous hypoglycémie oraux-seulement, c'est dû à l'instabilité du diabète, en fait. Parce qu'en fait, ceux qui sont sous hypoglycémie oraux, ils ont un diabète beaucoup plus contrôlé que ceux qui sont sous insuline associée. Donc, quand vous voyez qu'on met un diabétique, comme le docteur Nyantao l'a dit, type 2 sous insuline, ça veut dire quelque part que les hypoglycémies oraux ne parviennent pas à contrôler ou bien que son diabète est instable. Et on sait que le facteur de risque majeur de survenue et de progression de la rétinopathie diabétique, c'est l'instabilité du diabète, l'instabilité du taux de glycémie et du taux d'HbA1c. Donc, c'est ce que nous voulons ajouter à ça. Et il y a je vois une question où un participant qui me posait la question sur l'utilisation des anti-VEGF, si c'était pour traiter seulement la rétinopathie ou bien la maculopathie diabétique. Je pense que le professeur n'a pas apporté un éclaircissement là-dessus. Les anti-VEGF, c'est pour traiter non seulement la maculopathie diabétique, mais c'est pour faire régresser aussi les néovaisseaux rétiniens. Donc, les deux en même temps. Donc, c'est ce que j'avais ajouté pour professeur Napo. S'il y a d'autres questions, nous sommes disponibles. Alors, merci, Dr Bamenta, pour ces éclaircissements également. Alors, nous avons peut-être quelques questions pour Dr Nyantao par rapport à la stratégie. Est-ce qu'au Mali, il existe une association de diabétiques et qui sont informés du rythme, des modalités et surtout de la surveillance de la rétinopathie diabétique? Est-ce qu'au Mali, il y a ça? Alors, oui, il y a des associations, mais informées, je dirais très peu. Depuis quelques années, il l'a dit, Dr Bamenta, depuis une quinzaine d'années, on a entrepris un vaste programme de formation déjà des agents de santé, de Caille jusqu'à Gao, pour les permettre, au milieu de toutes ces activités-là chargées, qui puissent penser au diabète dans son dépistage précoce. Et parallèlement, effectivement, il y a eu le regroupement des patients aux soins des associations. Et ces patients sont informés à travers des canaux qu'on a appelés des canaux d'éducation thérapeutique. En réalité, ce n'est pas des vraies éducations thérapeutiques au sens réel du terme, mais c'est des informations médicales qu'on donne aux patients via des pairs. C'est-à-dire certains patients sont formés pour apporter les informations au niveau de la population générale et au niveau des autres patients. Bon, ça se limite quand même à quelques agglomérations urbaines, Bamako, Sigasso, et puis Tombouctou un moment, avec la crise, ça a un peu baissé, mais le but c'est d'amener toutes ces associations-là à renforcer ces informations. Et d'ailleurs, il y a eu la création de ce qu'on a appelé les maisons de prévention. Il y a une maison de prévention à Bamako, qui est en zone industrielle, puis à Ségou et à Sigasso, qui sont des maisons de prévention pilotes. Et à l'intérieur de ces maisons-là, les informations sont données aux malades concernant leur maladie, le suivi de leur maladie. Et l'attention particulière est portée aussi auprès des médecins
pour qu'ils pensent très souvent à envoyer les malades chez vous. Et je pense que ça nous... Je vous dis, en tant que praticien, sincèrement, quand le malade nous arrive avec plusieurs symptômes, il peut nous arriver d'oublier de le renvoyer vers vous pour son contrôle des yeux. Et c'est souvent lorsqu'il y a des troubles visuels qu'on pense à envoyer le malade, alors qu'un diabète de type 2, dès la découverte, normalement, il faut un avis ophtalmo parce qu'on a dit un diabète de type 2 peut évoluer des années sans que les diagnostics ne soient posés et les dysfonctions sont déjà là avec risque même de rétinopathie à la découverte. Il a dit, Dr Bamenta, beaucoup plus élevé. Et dans le type 1, oui, la surveillance un peu. Et toutes ces informations sont régulièrement données aux médecins. Et au sein de la Société malienne d'endocrinologie et de diabétologie, on essaie aussi d'organiser quelques EPU pour renforcer ces informations-là auprès des médecins, mais aussi auprès des patients. D'ailleurs, même un groupe d'enseignants a bénéficié aussi des formations pour que le message puisse aller loin, loin à travers même les enfants qui peuvent donner des informations à leurs parents pour qu'ils aillent se faire dépister et au cours du dépistage, la recherche systématique des complications. Le Mali fait partie des pays fondateurs de la Fédération internationale du diabète. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre que moi, je suis à Lisbonne aujourd'hui pour représenter le Mali au Congrès mondial du diabète. Merci, Dr Niantao. Comme vous l'avez dit, la rétinopathie diabétique peut être la circonstance de découverte du diabète. Maintenant, est-ce qu'un avis motivé d'un ophtalmo change ou changerait-il l'attitude thérapeutique sur le plan général de la prise en charge du diabétique? Nous expliquons. Alors, ça nous aide toujours, professeur Nafo. Ça nous aide toujours. Ouais. Dès que nous, on reçoit des malades en provenance de vos structures, souvent, c'est malheureusement un aveu d'échec de notre part. Si c'est des malades qu'on connaissait, on s'est dit, ah, qu'est-ce qu'on a raté? Et d'ailleurs, je vous dis, quand le malade se retourne vers la médecine traditionnelle ou d'autres traitements alternatifs, c'est en partant dans les unités, dans les services d'ophtalmologie, quand l'ophtalmo vous leur dise « Retournez voir votre diabétologue », le malade nous revient effrayé. Et je vous dis sincèrement, ça les permet de prendre avec beaucoup de rigueur en charge leur maladie et de favoriser une meilleure observance thérapeutique. Parce que là, on a des grosses difficultés avec la médecine alternative en ville, où les gens prennent la guérison de la maladie diabétique avec des plantes médicinales. Mais l'avantage des yeux, c'est que tout le monde a peur de la vue. Et dès que l'ophtalmologiste dit « Attention, vous risquez d'avoir des complications ou vous avez déjà des débuts de complications au niveau des yeux, alors allez-y voir votre diabétologue », je dis vraiment, ça fait que le malade nous prend encore plus au sérieux. Et d'où une nécessité de renforcement vraiment de cette collaboration-là. Je vous félicite par rapport à tous les spécialistes qui travaillent avec nous. Chapeau aux ophtalmologistes qui nous envoient toujours les malades. Toujours, et qui demandent toujours nos avis. Ça, c'est quelque chose qui est établi. Quand j'établis un bulletin et que j'adresse à un collègue, ça, c'est pas pour critiquer les autres collègues, cardiologues ou autres spécialistes, mais seuls les ophtalmologistes nous remplissent les fiches et nous renvoient. Pour nous dire, c'est le niveau de l'œil de vos malades. L'acuité visuelle est à ce niveau. Ah, on a trouvé un glaucome, on va mettre tel ou tel médicament. Nous en sommes très fiers. Et d'ailleurs, nous exhortons toujours nos collègues à renvoyer les malades vers les ophtalmologistes pour un suivi régulier. Et avec ça, je pense que on peut ensemble essayer de trouver des mécanismes de collaboration pour non seulement améliorer la prise en charge du diabète de manière globale, mais aussi la détection précoce de la rétinopathie et sa prise en charge. Et je ne sais pas si le laser, c'est uniquement l'IOTA,
Est-ce que c'est possible dans les régions? On a des compétences, des grandes compétences à Mopti, Dr Bamenta avec ses collègues qui sont là-bas et qui peuvent aussi vous faciliter la tâche, vous décharger un peu au niveau de Bamako. Vous voyez, et souvent les malades n'ont pas les moyens aussi d'effectuer le déplacement de Gao jusqu'à Bamako. Est-ce qu'il y a d'autres traitements qui peuvent être mis à la disposition des imminents spécialistes qui, de plus en plus, commencent à servir nos centres de santé? Alors, justement, c'est l'une des préoccupations d'un internaute qui a posé une question que je vais reformuler ainsi pour voir est-ce que vous ne pensez pas que nous pouvons organiser ou réorganiser ce système de dépistage à la mesure comme certaines spécialités font, par exemple, en marge des journées de maladies infectieuses, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'il existe des stratégies, et même si que nous réfléchissons ensemble pour faire adhérer davantage de politiques par rapport à l'amélioration du dépistage de cette rétinopathie diabétique? Quel est votre avis par rapport à ça? Et c'est de vous inviter à l'ensemble de nos dépistages et nos activités. Et au niveau du centre de lutte contre le diabète, à chaque journée mondiale du diabète, on invite une équipe d'ophtalmologie pour nous accompagner à faire les dépistages. C'est vrai, c'est avec les petits ophtalmoscopes, mais c'est déjà bien, ça permet de toucher beaucoup de malades. Et je pense que les stratégies futures, on avait organisé des séances avec le professeur Jeannette, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est fait peut-être il y a une dizaine d'années, où on a voulu quand même mettre dans le même bateau les praticiens du diabète et les ophtalmologistes. D'ailleurs, on vous avait même envoyé nos médecins référents pour une journée de prise de conscience, pour que les médecins référents puissent voir comment ça se passe au niveau des yeux. Je ne sais pas si c'était en 2008 ou en 2009, mais ça avait marché, mais c'est resté quand même une des seules actions. Je pense que de telles activités peuvent être soutenues et par nos deux sociétés savantes. Et d'ailleurs, je pense que j'en parlerai lors de notre réunion qu'on doit tenir certainement le mercredi, un webinaire. Un thème œil et diabète encore. Et, à l'endroit de tous les praticiens et voir aussi à nos niveaux respectifs quelles seront les autres stratégies qu'on peut poser pour faciliter le dépistage précoce des complications du diabète, en l'occurrence la rétinopathie et sa prise en charge. Ok, alors ça c'est une bonne chose. Je crois qu'il faut aussi penser à améliorer le message, surtout par rapport au niveau des politiques, en leur montrant surtout l'intérêt de cette prise en charge au stade de rétinopathie diabétique minime, ou bien même au stade où il n'existe pas de rétinopathie diabétique. Parce que traiter la prise en charge d'un malade à ce niveau et la prise en charge d'un malade qui présente une rétinopathie diabétique déjà compliquée, le coût, c'est pas pareil, en fait. Donc, voilà. Donc, peut-être en formulant le message de la sorte, je crois que le politique aussi va adhérer surtout à ça pour contribuer à diminuer la prise en charge, le coût lié, que ce soit le coût direct ou indirect lié à la prise en charge de cette rétinopathie diabétique. Alors, pour cela, Dr Bamenta, il y a un internaute également qui a posé une question par rapport au message que si, à votre place actuellement, quel message vous avez à adresser peut-être à la population ou même aux tradis thérapeutiques pour que ces patients-là adhèrent mieux aux attitudes de dépistage, aux activités d'accès aux soins. C'est vrai, vous l'avez tantôt dit, qu'il y a des difficultés d'accès aux soins oculaires d'une manière générale, en particulier la rétinopathie diabétique, des barrières financières liées au coût de la prise en charge de la rétinopathie diabétique, mais également des barrières géographiques par rapport à la disponibilité des ressources, des ressources matérielles, même des ressources humaines. Parce que ça, la prise en charge d'une rétinopathie diabétique compliquée, l'hémorragie des foyers ou de rétinopathie
compliquant un décollement des rétines, la prise en charge n'est pas pareille. Et souvent, comme vous l'avez dit, ces malades souvent nous viennent à un stade un peu tardif où nous ne pouvons pas faire quoi souvent. Quel est le message à ce niveau? Merci beaucoup, professeur Napo, docteur Nyantao et à l'ensemble des participants. En ce qui concerne les recours aux tradithérapeutes des malades diabétiques, vous savez, d'abord, je vais commencer par vous dire que le tradithérapeute, c'est une personnalité très perplexe. Parce que si lui-même, il souffre de diabète, il vient toujours faire ses contrôles régulièrement au centre de santé, il fait le traitement conventionnel. Mais en tout cas, il œuvre à entretenir et à plouffer et les autres patients pour les faire venir. Moi, je pense que ce qui motive les gens à partir, il faut chercher d'abord à pallier à ce problème. La première des choses, d'abord, c'est le coût et l'accessibilité. Vous savez que le tradithérapeute semble moins cher au début et plus accessible. Ensuite, il faut que l'État prenne ses responsabilités souvent, parce qu'il est inadmissible souvent que dans un pays où des pathologies où il existe un programme de diagnostic, une prise en charge bien codifiée, connue par tout le monde, et que dans ce même pays, on laisse des gens qui véhiculent à travers des réseaux d'informations, des informations non fondées et qui conduisent ces patients à la catastrophe, ça passe aux yeux de tous les responsables. Moi, je pense qu'il faut commencer par là. Il faut que les gens prennent les responsabilités, qu'on essaie de régulariser les différentes informations des tradithérapeutes qui passent à travers les radios et les autres réseaux sociaux par rapport au diagnostic et à la prise en charge, des malades. Ça, c'est de un. De deux, il faudrait qu'on passe à mettre à la disponibilité des patients ou bien des malades ou de la population une ressource humaine et un plateau technique adapté pour qu'en réalité, ça ne sert plus de raison pour pouvoir tourner le dos. Je pense que si on arrive à faire cela et qu'on arrive à donner une information fiable et une bonne éducation sur le diabète et la rétinopathie diabétique à l'ensemble des professionnels de la santé qui sont en premier contact avec les malades, je pense qu'on va gagner beaucoup de paris. Parce qu'à chaque fois que le malade arrive sur l'ophtalmo, il faut retenir une chose, c'est que le malade arrive avec une complication du diabète. Soit il arrive avec la cataracte, il ne voit pas, soit il arrive avec une rétinopathie compliquée, proliférante ou une maculopathie diabétique. Et là, il vient vite nous voir et nous n'avons d'autre choix que d'abord, si c'est une cataracte, de lever la cataracte et l'envoyer vers le diabète. Mais les quelques-uns aussi qui viennent nous voir directement, lorsque nous dépistons une rétinopathie diabétique, nous savons que si on confie ce malade à un diabéto, que ce malade-là, il va durer avec sa vision. Parce que la seule correction de ces facteurs de risque permettra une réduction de cette rétinopathie diabétique. Donc, le message que nous avons à lancer aujourd'hui, c'est que les gens prennent les responsabilités de régulariser les différentes informations qui passent à travers les réseaux sociaux sur l'ensemble des pathologies dont les traitements et les conséquences sont très bien codifiés et que l'État essaie de mettre à la disposition de la population non seulement les ressources humaines, mais le plateau technique. Je prends l'exemple. Si je reçois un malade qui a une rétinopathie diabétique, qui va faire un laser, qui quitte Tombouctou, qui fait 500 km, que le diagnostic, je n'ai pas un laser pour faire son laser. Je n'ai pas de produit disponible pour faire l'injection intraveineuse. C'est des pratiques que nous pouvons faire sur place. Mais que quelque part, il y a une volonté politique qui manque à un niveau pour mettre à la disposition de ceux qui sont là pour faire le travail. Je pense que si on arrive à faire comprendre tout ça aux politiques et que les autres adhèrent à ce que nous voulons faire en collaboration avec les diabétos, je pense qu'on aura gagné à peu près 80% du pari. Merci, professeur Napo, ce que j'avais ajouté. Merci, docteur Bamenta. Vous ne pensez pas aussi que par rapport à l'accompagnement de cette information médicale, quel peut être le rôle des infirmiers dans ce cas? Ok, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, en fait, moi, je les considère comme les personnels sanitaires de premier plan. En fait, en réalité, ils sont dans la population, ils sont les docteurs, ils sont même pas les infirmiers, les aides-soignants et les AIC.
En fait, ils ont plus d'accessibilité aux malades que nous, les médecins ou bien nous, les spécialistes. Je pense que lorsque eux, on leur forme, qu'on leur donne une très bonne formation, une très bonne éducation sur le diabète et la rétinopathie diabétique, et qu'ils arrivent à discuter et à communiquer avec ces malades, je pense que ça peut changer les choses. D'accord. D'accord. Alors, il y a quelqu'un aussi qui a posé la question par rapport à la relation qui peut exister entre l'hypertension artérielle et la glycémie chronique, l'hyperglycémie chronique, dans la prise en charge de la rétinopathie diabétique. Ok, d'accord. Dans la prise en charge de la rétinopathie diabétique, d'abord, vous savez que l'hypertension artérielle même est cause des rétinopathies hypertensives. Donc, il peut entraîner une rétinopathie hypertensive avec un rétrécissement des vaisseaux, avec des œdèmes rétiniens, avec des exsudats, avec des nodules cutanés. Et que lorsque ceci vient se greffer sur le diabète, ça entraîne aussi une progression du diabète. Et on l'a dit ici, à chaque fois qu'on a une augmentation de 10 mm mercure de la pression artérielle systolique, que cela exposerait le diabétique à un pourcentage 10 fois à de 10% de survenue de la rétinopathie diabétique. Et s'il a une rétinopathie diabétique, s'il a une augmentation de 10 mm mercure de la pression artérielle systolique, il va avoir 15% de chances de progression de la rétinopathie diabétique. Et aussi, on a dit qu'il y a des traitements antihypertensifs. Et indépendamment de ces chiffres tensionnels qui auraient un effet très bénéfique sur la rétinopathie diabétique. J'avais parlé de l'osartan ici, je parlais de l'isopril ici, qui permettent de diminuer non seulement la fréquence, le risque de survenue de la rétinopathie diabétique, mais aussi la progression de la rétinopathie diabétique. En fait, c'est ce que j'avais à dire sur la relation entre l'hypertension et le diabète en ce qui concerne la rétinopathie diabétique. Alors, merci, Dr Bamenda. Il y a quelqu'un qui veut savoir, surtout en ce qui nous concerne par rapport au projet de photorétine, si l'on pense vraiment à étendre dans la région. Effectivement, après la phase de projet pilote qui concerne les structures de santé d'une manière générale dans le district de Bamako, nous comptons peut-être avec les conclusions de ce projet-là, d'abord nous comptons vraiment élargir ça dans la région. Et ça aussi, ça va contribuer vraiment à améliorer la sensibilisation, la communication, surtout sur le dépistage de cette rétinopathie diabétique, à travers les médias, bien sûr. Voilà. Alors, Dr Bamenda, je crois que cette personne a pris le train en marche, comme on aime dire souvent. Alors, il veut savoir quels sont les signes cliniques, si vous pouvez résumer ainsi les signes cliniques de la rétinopathie diabétique, hein, sur le plan fonctionnel, sur le plan clinique, c'est-à-dire ophtalmoscopie, qu'est-ce qu'il faut rechercher, hein? Il ne s'agit pas de faire une classification, mais juste de faire un résumé de la présentation en termes de sémiologie. Merci. D'accord. Ok, merci beaucoup, professeur. En fait, en termes de sémiologie, en termes fonctionnels, déjà, ce qu'il faut comprendre, lorsque un patient vient en termes fonctionnels avec une baisse d'acuité visuelle, c'est une rétinopathie diabétique, il faut déjà comprendre que c'est une complication, une rétinopathie diabétique compliquée. Maintenant, en termes de sémiologie et de clinique, qu'est-ce qu'il faut rechercher? Qu'est-ce que nous recherchons, que nous pouvons apprendre à ceux qui ne sont pas ophtalmos de regarder souvent? C'est-à-dire quand on essaie de voir la présence de certains signes comme les exsudats, les nodules cutanés, les hémorragies, ainsi de suite, les néovaisseaux ou bien un œdème maculaire, on peut penser à une rétinopathie diabétique dans un contexte de patients diabétiques. Et lorsque nous, ophtalmos, qui avons de l'expérience, souvent, on n'a même pas besoin de savoir si le malade est diabétique ou non. Parce que l'association de certains signes cliniques au fond font directement appel au diabète. Donc, en résumé, je dirais à cette personne que lorsqu'un malade vient avec une baisse d'acuité via un signe fonctionnel ophtalmologique dû au diabète, soit c'est une cataracte ou bien c'est une complication déjà de la rétinopathie diabétique. Et ce qui est dramatique, c'est que lorsqu'on a une perte d'acuité visuelle due à la rétinopathie diabétique, il faut comprendre que c'est quelque chose qu'on récupère très difficilement. Donc maintenant, en ce qui concerne les signes cliniques, c'est l'ophtalmo qui va rechercher soit des hémorragies, soit des modifications des calibres ou de la forme des vaisseaux, soit des exsudats ou des édèmes au niveau de la rétine.
Et lorsque ça arrive aux complications, on va assister dans ce cadre-là à d'autres